RLP. C'est Maurice Méliès dans l'émission « Mêliez-vous de ce qui vous regarde, mais surtout écoutez-moi ». Chers amis, bonjour. Oh, que je suis content d'être là. Bon, je sais que vous aussi, vous êtes là à l'oreille tendue sur votre transistor ou sur votre smartphone. Vous pouvez nous écouter sur un smartphone. Ben oui. Même, vous pouvez nous écouter en podcast. Ben, ce serait dommage pour du direct. Enfin, vous pouvez écouter du direct, si, à partir du site de Radio Libre en Périgord. Ouais. Bon, alors, par contre, si vous faites du bruit, vous bricolez, mettez des écouteurs, quand même. Parce que la chignole va faire plus de bruit que la radio, c'est sûr. Bon, eh bien, on va commencer par un monsieur qui habite Bergerac et qui s'appelle Pierre Broudichou. Je vous en parle souvent, d'ailleurs, parce que j'adore ce qu'il fait. Et puis, c'est un vieux monsieur qui a 91 ans, donc j'ai envie de lui faire plaisir. Ouais, j'aime bien, moi, les personnes âgées. Alors... Et vous savez que les caisses de retraite n'aiment pas les vieux. Ouais, il y en a un responsable qui a dit « Ah, ils nous emmerdent, ils vivent trop longtemps. » Ben ouais, vous vous rendez compte, ils sont obligés de payer jusqu'à... Regardez ma mère, 96 ans. Oh, il la maudissait, ma mère, je peux vous le dire. Moi, je l'aimais beaucoup, mais eux, non. Incroyable. Bon, c'est pas de la poésie, ça, mais c'est la vie, quand même. Alors, ce monsieur, justement, tiens... le bricoleur des mots, ça c'est le titre de son bouquin. Il a fait le livre de la vie. Papa, raconte-moi la vie. Raconte-moi l'espoir. Mais je suis encore petit, j'ai besoin de savoir. Je vais t'ouvrir, enfant, le livre de la vie. Pour certains, il est grand, pour d'autres, tout petit. Chaque jour, à sa page, que le destin écrit. Il marque là ton âge. Car tu n'es qu'en sursis. Aussi profites-en, donne-toi sans compter. Écoute tous ces chants qui viendront te bercer. Fais feu aux quatre vents de ta belle jeunesse, comme un poulain ruant qui ne veut qu'on le dresse. Alors, l'âge venant avec docilité, tu seras cet étang aux autres emprisonnés. Écoute bien, et occupe aussi les vieux, te parlons de la vie. Il faut être curieux de ce qu'ils ont subi. Ça veut dire qu'il faut écouter les vieux. Donc alors écoutez-moi, parce que moi j'ai 80 ans. Ce qui veut dire que je suis un vieux, ou presque. Bon. Et je commence à être quelqu'un de haï par les caisses de retraite aussi. Oui, ça commence. Ça fait 21 ans que je suis à la retraite. Mais je m'en fous, moi. Moi, je voudrais vivre jusqu'à 100 ans, rien que pour les emmerder. Bon, allez, je continue. Bon. Ça en fait un peu partie, par rapport à ce poème, au final. Alors... La vieillesse viendra te prendre sans vergogne, bah oui, tu n'entendras ses pas, mais à la porte, elle cogne. Elle mettra en tes mains un bout de bois de moueux, te disant à demain, et si le destin le veut. Eh oui, on arrive à la fin du livre de la vie. 2 pages, il en est plein de ce qui est écrit. Certains ont quelques mots et d'autres quelques phrases. Nous ne sommes pas égaux devant le temps qui passe. Voilà. Et alors, donc, comme il parlait des mots, je vais vous lire le poème qui vient juste après, qui s'appelle « Les mots ». Mais quels sont donc ces mots ? Ces mots qui font des phrases. Ces mots, toujours ces mots, dont jamais on ne se lasse. Ces mots qu'on dit tout haut, ou parfois à voix basse, qu'on voudrait voir si beaux, sans jamais qu'ils jacassent. Il y a des mots méchants, qu'on dit sous la colère. Ces mots sont oppressants pour ceux qui les tolèrent. Mais il y a des mots doux, qu'on dit avec tendresse, qu'on les voudrait bijoux, ceux à qui ils s'adressent. Ces mots sont des paroles qui parfois ont l'accent, cela paraît tout drôle, ça ressemble à un chant. Voilà, bon, alors, on arrête avec lui parce qu'il a eu du pot, ce jour-là, aujourd'hui, parce qu'il a eu 2 poèmes à la suite, ce qui est très rare. Mais moi, je ne lis jamais 2 poèmes à la suite. Alors, tiens, il y a un monsieur, là, qu'il y a très très longtemps que je ne vous l'avais pas proposé. C'est monsieur Christian Lacombe. Et ce fameux livre, Crotte de Bic. Vous avez compris ? Alors, Crotte de Bic, il y a un T, c'est R-O-T, et Bic, comme un stylo Bic, B-I-C, voilà. Alors,
Bon, il fait des calembours. Bon. Moi, je préfère le camembert. Mais bon, chacun ses goûts. Alors, il a ces des petites phrases marrantes qui interpellent les gens. Hein. Percepteur. C'est une tradition de ma famille. Oui. Comme on dit, tel pèse, tel fisc. Pardon. À la Banque de France, il y a de l'or. Oui, mais c'est là que l'or gît et que l'or loge. Ah ben, vous voyez, je le dis tout doucement pour que vous puissiez comprendre, mais bon, je sais que nos auditrices et nos auditeurs sont des gens intelligents, ils comprennent très vite. Hein. C'est pas comme sur France Inter ou Europe numéro 1. Hein. Souvent, ils répètent 2 ou 3 fois la même chose hein, pour que les auditeurs et auditrices se comprennent. Vous vous rendez compte hein. Alors, vous payez un animateur ou un journaliste pour lui faire répéter 50 fois la même chose. C'est pas normal, ça. Hein. Donc, chez nous, c'est direct, paf. RLP, paf. Quand je fais baffe, c'est pas une baffe, hein, non. C'est une expression de dire c'est super. Hein. Ouais. Je ne dis pas que vous êtes sur 102.3, hein. Bon, hein. Et pas sur 104.26. Hein. Bon. Oh. Allez, comment définissez-vous vos économies? Du pèse pas lourd. Que diriez-vous si je vous donnais des sous? Tais-toi, je me rends flou. À la Poste, aujourd'hui, ils ne prennent pas les plis. C'est la panoplie. Oh, devant la Poste, il y a un clochard. Il n'est pas riche, hein, parce que ventre affamé n'a pas d'oseille. Voilà. Un clochard avec une tenue vestimentaire originale. C'est le style New Look. Comment appelle-t-on un ancien routier? Un usager de la route. Ouais, ça, c'est les très vieux. Hein. Oui, mais anciens, voilà. Et où s'arrête le chauffeur? À la République. Un Africain tout nu sur un iceberg au pôle Nord, l'explorateur lui lance « Esquimau? Non, chocolat glacé. » C'est pas gentil, ça, mais bon. Hein. Faut bien rigoler, quand même. Quel est le rêve d'un jeune militaire qui est coiffeur dans le civil? C'est d'aller passer une permanente. Bon, ça, vous l'avez compris, hein. Bon. C'est pas une perme à Paris, c'est une permanente. Bon. Quelle différence y a-t-il entre un officier et un wagon-restaurant? L'officier est hors du rang et le wagon-restaurant. Oh. Pourquoi les militaires se tiennent toujours bien? Parce qu'ils dépendent du ministère de la Défense nationale. En fin de défense, on s'est bien entendu avec les Russes. Oh, c'est là le coexistence. C'est pour ça qu'on a toujours gagné. Oui, gagné à être ONU. ONU. Bon, on peut dire ONU ou ONU. Méfions-nous tout de même, un Occident est vite arrivé. Hein. Bah oui. Alors, faire un tour de côté de la caserne, c'est partir son kaki. Non, c'est partir mon kaki. Ouais, oh. Mais au fait, pourquoi faut-il signer des permissions pour qu'EPI conforme? Je vous lis encore 2, puis parce qu'on ne va pas tout vous lire, hein, c'est pas le but. Hein. Quelle est la maxime préférée du soldat tout nu? L'ennui naquit un jour de l'uniformité. L'uniformité. Alors là, non, c'est l'uniformité, mais bon, c'est l'uniformité. Hein. Sa belle-mère vient de mourir et il se présente aux pompes funèbres. On l'enterre, on l'insirène ou on l'embaume? Faut pas courir de risque. Faites les 3. Pauvre belle-mère. Alors, dans ces cas-là, il faut couper 3 morceaux. Hein, voilà. On enterre un morceau, on incinère un morceau et on embaume un morceau. Voilà. Bon, mais ça, c'était normal, hein, parce que si vous voulez les trois façons de faire partir votre belle-mère. Tiens, on va faire un petit Blues Brothers. Peter Gunn thème.
pam. C'est super, j'adore ce... C'est un très beau film d'ailleurs. Alors là, j'ai dans les mains un livre de Guy Élie Pratt. Alors, je ne sais plus ce qu'il est devenu. Bon, il était déjà vieux. Et il m'a dédicacé un de ses livres le 20 mars 2001. Oui, ça fait déjà quand même pas mal, 25 ans déjà. Et sur la dédicace, il me met pour Maurice, qui gardera mon amitié, j'espère. Guy Élie. Oui, il a toute mon amitié, mais comme je ne sais pas si il est encore vivant, si je savais qu'il était où il y avait le château d'Yves Guéna, là, je ne sais plus le nom du bled. Bon, il habitait là-bas, lui. Bon. Et je vais vous lire un de ses poèmes. Ça s'appelle... Attendez que je ne me vois pas, parce que j'étais en train de... Non, c'est pas ça. Voilà. Près d'une écluse. Un soleil de printemps, alors que des nasses guettent le poisson désiré. Dans l'écluse, où agonisent déjà les couleurs de ses yeux, l'étoilement de ses yeux secrète des étincelles perditives. Dans sa cage, il vocalise ses dernières syllabes. Un astrolabe rend l'astre à portée de nageoire. Une loutre flaire le danger, part dans un couloir d'eau tranquille. Elle hèle les archipels. Les sporades lointaines dorment dans leur quiétude immuable. Une gitane me lisait l'avenir, main tendue, beaucoup d'ombre dans ses lignes, bien des sombres sillages dans sa boule de cristal. S'entendaient des fumées de vin. Les méfaits qu'elle voyait étaient d'ordre fataliste. Voilà. Alors il avait une écriture, je ne peux pas dire bizarre, mais un peu comme lui. Il était un peu anarchiste sur les bords. Hein. C'était la façon dont il se comportait, tout ça. Il vivait de petits boulots. Bon, il était... c'est par exemple lui qui posait toutes les affiches quand il y avait des événements sur Périgueux, dans les magasins, dans les lieux publics, et ainsi de suite. Voilà. Hein. Mais en plus, il écrivait. C'est quand même déjà pas mal. Hein. Et en plus, j'aime bien ce qu'il faisait. Hein. Alors moi, je vais quand même passer à un monsieur que je connais très très bien, puisqu'il s'appelle Maurice Méliès. Hein. Voilà. Et je vais vous lire un de ses poèmes. Voilà. Je ne vais pas en prendre un trop long, parce que il a tendance à écrire un peu trop long des fois. Ouais. Hein. Alors, bon, non, celui-là, est trop long. Allez, tiens, les 3 couches. Oui, parce que tu sais, il y a des peintres qui sont obligés de mettre 3 couches hein, pour qu'on ne puisse pas voir la pauvreté du mur, hein, si c'est des parpaings, si c'est mal fait. Et moi, donc les 3 couches, je les ai écrits le 22 mars 2002, à 14h30. Oui, après le repas, on passe les 3 couches, quoi. Les 3 couches. Alors, les assis observaient les debout se coucher. Les couchés tentaient de se remettre debout. Les debout, fatigués, cherchaient à être assis. Les assis, bourgeois de naissance, mais pas encore couchés, regardaient de très haut les debout. Les debout, ouvriers de naissance, se moquaient des déjà couchés, toujours pas assis. Les couchés, fatigués de naissance, ignoraient volontairement les assis et les debout. Les assis disaient que les couchés étaient des assistés payés par les debout. Les debout disaient qu'ils étaient exploités et pas assez payés par les assis. Les couchés aimaient bien les assis et les debout qui leur offraient ce plaisir de rester couchés. La faillite de cette histoire, c'est qu'un chien comprend mieux assis, couché, debout, encore que. Voilà. Donc vous avez compris, il s'agit des ouvriers, des cadres et des patrons. Voilà. Hein. C'est 3 couches qui font la nation. Ouais. Oh, on ne dit pas ça, Maurice, c'est pas nationaliste pour 3 sous. Hein. Tu es, comment on pourrait appeler ça? Un humaniste. Ouais. Hein. Ne confondez pas l'humanité et l'humanisme. C'est 2 choses différentes. L'humanité, c'est un quotidien. L'humanisme, c'est un être humain. Voilà la différence qu'il y a. Hein. Bon. Remarquez, j'ai rien contre l'humanité. Hein. Bon. Fut un temps où j'étais communiste dans ma jeunesse et que j'achetais l'humanité tous les matins. Ouais. Hein. Mais après, on change. On évolue dans la vie. Hein. Oh, je ne vais pas tourner ma veste pour aller vers l'extrême droite. Ne vous inquiétez pas, je ne veux pas d'y aller. Hein. Ou alors ce sera peut-être à l'extrême droite du cimetière, parce qu'il n'y aura qu'une place à cet endroit-là, mais ça ne veut rien dire. Hein. Ça ne veut pas dire que je suis d'extrême droite, c'est pas parce que je serai à l'extrême droite du cimetière. Hein.
Vous comprenez ça? Ben, bien sûr. Hein? Et toi, Patricia, là, hein, t'as compris ce que je te disais? Et toi, tu ben t'es encore jeune, t'as le temps, Ne parle pas de cimetière maintenant, toi. T'es un peu trop jeune. Comment ça, t'es pas très jeune? Et t'as au moins 10 ans de moins que moi, quand même. Ben, ça te fait 71 ans. Ah ouais, remarque-moi, 71 ans, ça commence à être vieux, t'as raison. Enfin, toi, t'es pas vieux, toi, t'es vieille. Bon, à ce moment-là. Hein. Bon, on en reparlera plus tard, après l'émission, hein, d'accord? Parce que, tu vois, nos auditeurs, auditrices ne peuvent pas nous entendre, toi, moi, ils m'entendent moi. Et je suis obligé de répéter ce que tu me dis pour qu'ils puissent comprendre. Mais on ne va pas jouer à ce jeu-là pendant toute l'émission. Hein. Bon, allez. Hein. Allez, tiens, Henri Michaud. Oui. Tu connais pas Henri Michaud? Ben, c'est pas grave, tu vas voir, tu vas le connaître. Hein. Ben, c'est un poète. Hein. Alors, il a des poèmes un peu longs. Hein. Bon. Ouais, bon, il est un peu long, donc je ne vais pas vous lire des poèmes de lui, parce que j'ai oublié de regarder. Attendez, si j'en ai peut-être trouvé. Et en pensant au phénomène de la peinture. Dessiné sans intention particulière, griffonné machinalement, il apparaît presque toujours sur le papier des visages, menant une excessive vie faciale. On est aussi dans une perpétuelle fièvre de visage. Dès que je prends un crayon, un pinceau, il m'en vient sur le papier, l'un après l'autre, 10, 15, 20, en sauvage la plupart. Est-ce moi, tous ces visages? Sont-ce d'autres? De quels sont venus? Ne serait-il pas simplement la conscience de ma propre tête réfléchissante? Entre parenthèses, grimace d'un visage second, de même que l'homme adulte qui souffre a cessé par pudeur de pleurer dans le malheur pour être plus souffrant dans le fond. De même, il aurait cessé de grimacer pour devenir intérieurement plus grimaçant. Fermé. Derrière le visage aux traits immobiles, déserté, devenu simple masque, un autre visage supérieurement mobile bouillonne, se contracte, mijote dans un insupportable paroxysme. Derrière les traits figés, cherchant désespérément une issue, une expression comme une bande de chiens hurlants. Du pinceau, et tant bien que mal, en taches noires, voilà qu'il s'écoule, il se libère. On est surpris, les premières fois. Voilà. Hein. Alors c'est beau, mais c'est très intello, hein, entre parenthèses. Bon, on dirait la poésie, c'est quelque chose souvent d'intello. Hein. Je sais pas, moi j'ai quand même vu des maçons faire de la poésie, hein, ou des balayeurs. Bon, donc vous voyez, c'est pas seulement un télo, hein, c'est l'âme de l'être humain qui fait que. Hein, il y a même des enfants qui arrivent à faire des poèmes. Vous vous rendez compte? Alors, qu'est-ce que je vais vous dire? Tiens, Jacques Harris. Alors lui, pareil, ça fait longtemps que je ne l'ai pas vu. Je me souviens, les premiers salons de livres, je les faisais avec lui, dans les années 2000. Hein. Et alors lui, je ne sais pas quand est-ce qu'il a... Il a fait ce bouquin. Attendez, je vais regarder, parce que ça donne à peu près l'âge, hein, l'âge de l'écriture. Hein. Bon. 1986. Bon. Alors, je ne sais pas si son bouquin est de 1986, apparemment si. Alors, j'ai choisi question. Question. Qu'ai-je pu faire au ciel pour qu'ainsi son courroux marque ma destinée, brise ce qui m'est doux, que son acharnement me poursuit sans cesse, qui s'en prenne à mon âme avec tant de rudesse. Cette haine implacable qui toujours me poursuit, qui sème la terreur comme un geste gratuit, dans mon cœur douloureux y jette la panique, ne saurait provenir que d'un esprit lubrique. Pourquoi tant de violence, d'injustice, d'erreur glissent au fond de mon âme le chagrin et les pleurs? J'en arrive à me dire que mon être est damné, que semblable au paria, je suis un condamné. Qu'ai-je fait pour cela? Je me le demande en vain. Le vent passe et murmure avec un air hautain. Même l'oiseau me fuit dans un battement d'ailes. La tristesse et l'ennui me restent seuls fidèles. Voilà. C'est triste, hein. Je ne crois pas que ça m'arrive, moi, ça. Hein. Ah non.
D'abord, l'oiseau, il se poserait sur mon épaule, et puis il me chanterait une belle petite mélodie. Hein. Voilà, ça y est, on aurait sauvé les meubles. Alors, tiens, si on allait voir Bob Marley, hein, Train the Ghost, je dis très mal. Hein. There she goes with the pieces from my heart. There she goes, and now my teardrop starts, and here I go once again through these lonely heartaches and pain. That's all remain, all remain. Now I know love is a guessing game. She goes with the pieces from my heart. There she goes, and now my teardrop starts. Who's gonna put back the pieces to my broken heart? Once again, now I know this could be the end. And she gone with the pieces from my heart. There she goes, let me tell you. And now my teardrops start. And here I go once again through these lonely heartaches and pain. That's all remain. Now I know this could be the end. She goes with the pieces from my heart. There she goes, and now my teardrop starts. There she goes with pieces from my heart. Vous avez entendu au début de sa chanson? Lui, le mot en anglais, il l'a bien dit. Hein. Mais oui, c'est normal, il parlait l'anglais, lui. Hein. Bob Marley, un des plus grands. Oh. Quand j'habitais les Antilles, en Guadeloupe, figurez-vous que quand on allait en boîte de nuit, Bob Marley était mort depuis 1 an. Hein. Il n'y avait que du Bob Marley. Tout le monde dansait le reggae, quoi. Alors, vous savez, du reggae, c'est jamais que suivre le rythme avec votre corps, hein, c'est tout. Hein. Mais c'était beau. Oh là là. Je me souviens de la boîte de nuit qui était dans l'île des Saintes, ça s'appelait la Mama. Ouais. Et on y allait souvent avec ma femme parce que c'était super sympa comme boîte. C'est une boîte en plein air, hein, parce que là-bas, il n'y a pas besoin de couvrir, hein, sauf quand il pleut, mais bon. Allez, alors là, j'ai un poème de mon deuxième tome de Ballade poétique au travers d'un Prévert, qui a été tiré qu'un seul exemplaire, mais vous avez quand même la chance d'entendre et d'écouter ces poèmes. Ça s'appelle un poème casse-pied. Oui, ça existe. Et ce fut écrit le 26 octobre 2006, à 18h15. Pourquoi 18h15, je ne m'en rappelle plus. Hein. Ça remonte à loin, oui, ça fait 20 ans. Hein. Bon. Qu'est-ce qu'un poème casse-pied? Sinon une prose qui n'a pas su poser son pied là où il le fallait, sans tomber en désuétude, près d'un l'encrier à tue-tête. Ce n'est pas une question de placement sur la page blanche, car c'est la machine qui le fera à sa place. Et si tu restes à ta place, sache que ta chaise à portée basculera vers un simple vers, vertige déjà fleuri, mais écrit simplement des vers à pied. Bien sûr que le vin n'a rien à boire là-dedans, mais il a permis à des bouches hydropâteuses de ne pas tomber à côté du verre et de ne pas se renverser de travers, car boire occasionne parfois des deux verres, et des verres vides n'ont pas de sens, car quand l'estomac réclame « à poil !»,
remplit l'atmosphère de verre en vain, mais prends garde à la serpillière qui attire le trop-plein. Passe vite entre les lignes afin de vérifier la versification et l'alignement des vers à vin, remplis de leur substance divinatoire, et vino meritas. 3 petits points. Voilà. Hein. C'est un peu vrai tout ça. Hein. Bah oui. Hein. Faites l'expérience, vous allez voir. Essayez d'écrire un poème casse-pied, et n'oubliez pas de mettre un verre avec une bouteille de vin rouge à côté. Et vous allez voir comment ça démarre d'un seul coup. Là. Vous allez voir. Superbe. Ouais. Je vous en dis, je suis un expert, hein, moi. Un expert. Vous savez ce que c'est qu'un expert. Alors, tiens, on va essayer de prendre du Victor Hugo pour la peine, tiens. Bon, il mérite, hein. Le manteau impérial. Oh, vous dont le travail est joie, vous qui n'avez pas d'autre proie que les parfums souffles du ciel, vous qui fuyez quand vient décembre, vous qui dérobez des fleurs l'ambre pour donner aux hommes le miel, chaste buveuse de rosée, qui, pareille à l'épousée, visitez le lys du coteau, aux sœurs aux corolles vermeilles, filles de la lumière, abeilles, envolez-vous de ce manteau. Bon, vous avez compris maintenant, hein? Bon, on va faire un dessin. Ruez-vous sur l'homme guerrière, ô généreuse ouvrière, vous le devoir, vous la vertu, aile d'or et flèche de flamme, tourbillonnez sur cette infâme. Dites-lui, pour qui nous prends-tu? Maudit, nous sommes des abeilles, des chalets ombragés de treilles. Notre ruche orne le fronton, nous volons dans l'azur éclose, sur la bouche ouverte des roses et sur les lèvres de Platon. Ce qui sort de la frange y rentre, va trouver Tibère en son antre, et Charles IX sur son balcon. Va, sur ta pourpre, il faut qu'on mette, non les abeilles de Limette, mais les seins noirs de Montfaucon. Et percez-le tout ensemble, faites honte au peuple qui tremble, aveuglez l'immonde trompeur, acharnez-vous sur lui, farouche, et qu'il soit chassé par des mouches, puisque les hommes en ont peur. Voilà. Alors c'est vrai que les hommes ont plus peur des mouches que des abeilles. Bon, mais c'est un peu normal, parce que les abeilles font du miel. Les mouches, elles font de la merde. On dit toujours les mouches à merde. Bon, allez. Bon, c'est bien du Victor Hugo, ça. Hein. Mais vous savez qu'il n'y aurait pas assez d'une vie pour lire du Victor Hugo, tellement il a écrit. C'est incroyable. Incroyable. J'ai le technicien, là, mon technicien préféré. Je sais pas, il me fait des grimaces. Et alors, il me dit que l'émission va bientôt se terminer. Ah, mais c'est fini. Bon, ben, je vous aime, je vous embrasse et à bientôt.